Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mercredi, c'est avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Thierry Fanoukoué, l'administrateur principal du site internet gapola.net. On sera aussi rejoint en studio par un journaliste du journal La Voix Populi, la voix du peuple. Et puis si tout marche bien, Olivier Adja, la Free Presse sera aussi avec nous en studio. Et bien sûr, nous reviendrons sur l'actualité socio-politique de l'heure, surtout les dernières évolutions avec l'opposition togolaise qui sillonne les capitales africaines. Elle était à Conakry lundi, hier à Accra. Alpha Condé appelle les partis à une discussion politique. Cet appel intervient au moment où les partisans de Fort Gnassingbé lui demandent de franchir le pas du référendum. Comment aujourd'hui analyser tous ces sujets? On va l'aborder avec mes confrères en studio. Bienvenue. Taxi FM 93.1. Mais d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi. Dans les kiosques, bien entendu, il y a le quotidien Forum de la semaine. J'imagine, non, on ne l'a pas encore. Ça nous parviendra un peu plus tard. Mais il y a le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la rencontre entre Alpha Condé et les leaders de l'opposition. Le président guinéen propose le 23 janvier pour le début du dialogue. Et puis c'est qu'en deuxième sommet de la CEDEAO, Fort Gnassingbé avait eu chaud à Abuja et redoute désormais la médiation, et révèle ce matin le confrère Liberté. Et puis le journal qui revient également sur les incendies des marchés, 5 ans après, les vrais pyromanes et leurs commanditaires protégés par le pouvoir. Des militants de l'opposition toujours en détention, les victimes abandonnées, ajoute le confrère Liberté. Le bi-hebdomadaire Le Libéral aussi dans les kiosques ce matin, de Conakry à Accra, ce que la coalition a ramené de son périple. Le dialogue pourrait se tenir du 23 au 26 janvier prochain. Aucun mini-sommet de la CEDEAO en vue sur le Togo à Morovia, a précisé le confrère Le Libéral ce matin. Marche, opération Togo mort, concert de casseroles et marche des femmes. Attention à l'exhibitionnisme dans nos rues. Jusqu'où ira la coalition des 14? C'est l'interrogation du confrère Le Libéral. Le journal qui évoque aussi les journées portes ouvertes au niveau du ministère de l'Agriculture, les grands chantiers présentés au public à découvrir dans le journal. Et puis santé, scandale de lait contaminé. Le ministère de la Santé envisage des descentes inopinées pour démasquer les contrevenants. On lira l'article dans le journal Le Libéral. Il y a aussi le dialogue qui est dans les kiosques ce matin. Marche gigantesque du Parti Unir dans toutes les régions du pays. Une démonstration de force pour soutenir Fort Gnassingbé et réclamer la tenue du référendum. L'article est découvert dans le journal. Et puis, l'opposition fait entorse à la loi fondamentale, renseigne le journal, le dialogue. La coalition de 14 partis rejette la tenue d'une consultation référendaire. Et puis, accalmie précaire dans le système éducatif et résolution de la crise scolaire. Les syndicats accordent encore une semaine à l'autorité. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi l'audience, le bimensuel qui est dans le kiosque ce matin, avec la situation socio-économique du Togo, le point de vue beaucoup plus d'un entrepreneur. Kovi à Dambounou. Préservons l'intérêt supérieur de notre pays malgré nos divergences politiques, a-t-il déclaré. On lira sa réaction dans le journal. Grande mobilisation des militants de Unir pour la paix, Atakpame, Tchevié, Tchamba et autres ont rassemblé des centaines de milliers de Togolais dans les rues. Et les détails sont dans le journal. Le confrère qui revient également sur cette information passée la semaine dernière, liée donc à la direction de l'UTB, Zachary Darou Salim succède
à Patrick Mestralé pour une meilleure gestion à printemps. Et puis, docteur Gnagnon des FDR appelle à l'émergence d'idées politiques nouvelles. C'est dans le journal L'Audience. Il y a aussi Vision d'Afrique. Entre facilitation et l'ultime départ, Togo, la démocratie à la croisée des chemins. Et puis scandale de lait, Lactalis, le Togo à l'offensive. Le scandale du lait infantile Lactalis est suivi de près dans de nombreux pays, notamment au Togo, où les autorités, par mesure de précaution, ont interdit la vente des produits potentiellement dangereux. Les détails, vous les retrouverez dans le journal. Et puis, pour mieux se faire connaître, le SMC en journée porte ouverte aujourd'hui et demain. Et puis, le mémorandum d'entente élargi à l'échelle africaine. Atidjari Wafa Bank et Afrexim Bank ont signé un cadre de coopération à découvrir dans le journal Vision d'Afrique. Il y a aussi Dunia Le Monde qui est dans les kiosques ce mercredi. L'équilibre de la terreur, le pouvoir et l'opposition se neutralisent dans les rues. Quel avenir pour les marches de protestation, se demande notre confrère. Et par rapport donc à la crise politique au Togo, Alpha Condé propose le 23 janvier pour l'ouverture du dialogue. Et puis face à l'éternel préalable de l'opposition, les militants du parti Unir demandent à fort de consulter directement le peuple. Peut-on lire dans les colonnes du journal Dunia Le Monde. Le Mania libéré, mobilisation populaire du 13 janvier dernier, les urnes ou la rue, la réponse au peuple. Le G14 appelle la médiation au secours. Vous lirez l'article donc dans le journal Le Mania libéré. Vous avez, il y a aussi un autre article lié donc toujours à la crise politique au Togo. Ramener pouvoir et opposition de la rue au dialogue. 6 leaders de la coalition des 14 ont rencontré les présidents guinéens à Conakry et ghanéens à Accra. Vous découvrirez l'article dans le journal. Et puis il y a une enquête que publie notre confrère ce matin. C'est par rapport donc aux faux médicaments. Les faux médicaments, un trafic rentable et meurtrier en Afrique. Vous découvrirez l'article dans le journal. C'est dans le Mania libéré, bien entendu. La dépêche. La dépêche qui part du 13 janvier 2018, une date de manifestation opposée. Unir a déployé ses militants pour la paix et le référendum, le groupe des 14 pour les réformes constitutionnelles et le dialogue. Les deux images à la une du journal. Et puis, enrichissement illicite, à qui appartient l'immeuble en face de la direction de la Lonato à Nyekonakwe? L'interrogation à découvrir dans le journal La Dépêche. Il y a aussi le journal La Manchette, le numéro 002 ce matin, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio. Voici les noms qui en sont donc les commanditaires de l'assassinat du premier président démocratiquement élu au Togo. Et détails à découvrir dans le journal à la page 4. Et l'interview exclusive de Messan Agbeyome Kodjo, le pouvoir en place ne me paraît raisonnablement pas en mesure de conduire le dialogue, a-t-il déclaré à nos confrères à la Manchette ce matin. Et puis démocratie du fait du prince, Togo, le monde s'effondre. Un mot également sur le cyclisme togolais, le diable s'invite dans le peloton, note la Manchette. Il y a le journal Le Messager qui est aussi dans les kiosques ce matin. Situation sociopolitique au Togo, Unir a marché, le G14 a vu et entendu. Et toujours par rapport à la crise et la visite des leaders de l'opposition à Conakry et à Accra, le confrère écrit que la solution, c'est ici au Togo et nulle part ailleurs. Vous lirez l'article dans le journal, et aussi un autre lié donc à l'éducation au Togo. C'est l'homme Classou attire l'attention des acteurs sur les conséquences néfastes des mouvements de grève des enseignants. Il y a aussi le journal Le Triangle des enjeux. Référendum et coup de force, fichier et découpage électoral tronqué, urnes bourrées et détournées par les militaires, contestation populaire, Fort Gnassingbé dans sa prélogique de mettre le Togo à feu et à sang. Analyse du journal, c'est sur 2 pages, page 3 et page 7. Méchanceté politique, gaspillage et contre-vérité au sommet de l'État. Le pouvoir togolais pris en flagrant délit de mensonges. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis des manifestations pro-Pacha qui fâchent.
Sankara, un état de terreur dans l'état togolais. Notre confrère, le triangle des enjeux. Le journal qui continue le décompte. Ça fait 8 ans, 9 mois, 5 jours de détention arbitraire. Ça suffit. Libérer Kpatcha Singbe et ses co-détenus, peut-on lire dans le journal Le Triangle des enjeux ce matin. Il y a aussi le journal Fraternité. Conseil des ministres du 10 janvier 2018. Sina Lawson, la posture qui défie le protocole, écrit le confrère. Crise politique, voie référendaire, les manèges du pouvoir à l'épreuve des dernières évolutions. Les détails sont à lire dans le journal. Et puis un autre sujet lié donc à l'éducation, la balle désormais dans le camp du gouvernement. Et puis un autre sujet, on en a parlé depuis le début de la semaine, c'est par rapport donc à la déclaration du président américain Donald Trump, Afrique, Haïti, Salvador, des pays de merde. Les éléments qui donnent raison à Donald Trump, c'est sur cela que revient le journal Fraternité. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Pour avoir de beaux seins, il y a des secrets, c'est ce que le confrère nous propose. Vous lirez l'article à la page... non, c'est dans le journal, je me rappelle plus finalement de la page. Vous retrouverez en tout cas dans le journal Sika. L'opposition qui marche, il y en a déjà marre, c'est une interrogation. Vous lirez l'article dans le journal avec une jolie caricature. Tout le monde marche, c'est quoi même? Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Et ça, c'est la femme qui parle à son mari, et le mari, bien attaché, accroché à un arbre, qui dit « Si toi-même tu es intelligente, il ne faut jamais me détacher. » Enfin, le reste, c'est dans le journal. Voilà, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika, et tous vos rubriques sont maintenues. Vous savez de quoi je parle, les Guédé et les autres. Alors, outre le journal Sika, vous avez l'hebdomadaire Fraternité, l'hebdomadaire Le Triangle des enjeux, il y a l'hebdomadaire le Messager, la Manchette, le numéro 002, il y a la Dépêche aussi qui est dans les kiosques ce matin, vous avez l'hebdomadaire Le Mania Libéré, et l'hebdomadaire Dunia Le Monde, Vision d'Afrique, vous avez l'Audience également qui est dans les kiosques, Le Dialogue, vous avez le bi-hebdomadaire Le Libéral, vous avez le quotidien Liberté. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Retour en studio avec mes confrères. Pour l'instant avec nous en studio, c'est le patron du journal Courrier de la République, Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Oui, bonjour grand citoyen d'État Eric, et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Avant d'évoquer la politique togolaise, je ne sais pas si vous avez suivi la réaction de Donald Trump il y a environ une semaine lorsqu'il traitait Haïti, Salvador et les pays africains de pays de merde. Quel effet cela vous a fait? Non, vous savez, le président Trump devrait être tout sauf un bon diplomate. Je crois qu'il se situe dans un contexte bien donné. Et vous savez, à sa place, je dirais plutôt dirigeant de merde. Parce que si l'Afrique est toujours avec Haïti, bien entendu, dans cette situation, c'est à cause de la malgouvernance. Si depuis que ces pays-là ont acquis leurs indépendances, on est encore là à traîner derrière des miettes de certains pays, on attend l'aide avant d'équiper nos hôpitaux, on attend l'aide avant de donner un sens à notre système éducatif, on attend la petite aide avant de développer notre agriculture. Je crois que Donald Trump a eu toute la raison de dire pays de merde. Donc moi je crois que je me situe dans ce sens. Il a dit, ça a choqué certains, mais il a analysé de très près ce qu'il a eu à signifier. Beaucoup de dirigeants se reconnaîtraient. Ce n'est pas des pays de merde, c'est plutôt des dirigeants de merde, s'il faut aller très loin. Nos dirigeants sont si mauvais en termes de gouvernance. Et on pourra circonscrire le débat. Pourquoi est-ce qu'ils le généralisent? Parce que sur le continent, il n'y a pas que des dirigeants qui ne gouvernent pas très bien leur pays. Mais il faut voir un peu partout dans la quasi-totalité des pays africains. D'abord, Haïti. Haïti a été frappé il n'y a pas longtemps d'une calamité. Même pour gérer
et une épidémie de choléra, vous voyez, on a dû recourir à cette aide internationale pour un pays qui a connu tout cela. On ne va pas nous dire que Haïti est le pays le moins nanti du monde. Donc, toutes les fois, il y a calamité, ce que même les gouvernants peuvent réaliser pour le bonheur de leur peuple, il va falloir qu'ils aillent chercher ça dans un ailleurs. Et mieux, et pire encore, quand vous voyez les pays africains, ceux-là même que nous estimons être un peu en avance, être un peu bien gouvernés, il n'y a pas de jour où on ne recense pas des mouvements d'humeur. Vous voyez un peu la Tunisie, les gens donnent le temps. Même au Maroc, où il y a une certaine bonne gouvernance là-bas, les gens se disent un peu floués par rapport à la gestion des richesses du pays. Certains se croient en marge de cette réalité-là. Mais c'est un peu partout. Vous prenez l'Afrique du Sud. Mais Jacob Zuma, c'est tout le temps des motions de défiance pour l'évincer du trône. Pourquoi? À cause de la corruption. Je crois que c'est général. On ne saurait sortir un pays du lot. Mais quand vous prenez aussi le Rwanda, qui semble être l'exemple de certains, mais le Rwanda, c'est pas la bonne gouvernance politique, c'est pas tellement ça. C'est vrai, on développe le pays. Ce pays a eu une certaine sympathie par rapport à son passé récent, le génocide. Donc, il y a eu un afflux massif de capitaux. Mais s'agissant de la gouvernance politique, le Rwanda n'est pas du tout un bon exemple à suivre. Ce pays où on poursuit les opposants, même en dehors du territoire national pour aller les exterminer. Vous pensez que on ne peut pas appeler ces dirigeants qui se comportent de la sorte de dirigeants de merde? Je crois qu'il a voulu peut-être dire, je serai à sa place que je dirais dirigeants de merde et non pays de merde. D'accord, pays de merde, c'est trop insultant à vos goûts. Absolument. Bonjour Talaké, Komi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes de la rédaction de Voz Populi. Comment est-ce que vous analysez cette sortie de Donald Trump finalement? Bien, merci. Bonjour à vous d'abord. Et merci à tous ceux qui écoutent Taxi FM. Et je crois que le confrère monsieur Tchakala vient de tout dire. Et pour moi, je vois la situation ou encore cette déclaration d'une manière ou d'une autre un peu exagérée. Exagéré en termes que c'est eux, les pays, les puissances, les géants de la planète, qui nous mettent dans ces champs de merde. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez savoir, ou vous allez le constater avec moi, que lorsque un pays en voie de développement se cherche et se met en position tous les mécanismes possibles pour pouvoir s'en sortir, vous allez voir ici et là que ces géants de la planète vont tout de suite essayer de l'empêcher à évoluer. En quoi faisant? Je vous donne un exemple de Tchad. Vous allez voir, Idriss Déby, c'est un président, c'est un panafricaniste. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce que les États-Unis sont en train de bloquer ce monsieur sur tous les plans, l'empêchant de pouvoir évoluer. Mais vous voyez, avec ce genre de comportement vis-à-vis de nous, Africains, des pays en développement, est-ce que vous pensez que nous pouvons évoluer avec ça? Vous pensez que la faute à nos malheurs en Afrique, c'est l'Occident? Pas forcément. Je vais essayer de me clarifier un peu. Pas seulement l'Occident. La faute incombe d'abord à nous, Africains. Parce qu'il faut savoir que nous ne connaissons pas d'abord ce que nous sommes. L'Africain ne connaît pas qui il est en fait. Un petit peu comme Nicolas Sarkozy l'avait dit, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Ce Nicolas Sarkozy aussi, c'est notre cas aussi. Alors je dirais aussi que Donald Trump, en qualifiant nos pays de pays de merde, je crois qu'il sait pertinemment que c'est eux-mêmes qui créent cette merde en Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas que nous avançons. Je vous lance un défi. Si tout de suite, le pays et nos dirigeants prenaient conscience de qui nous sommes réellement et mettaient en place des mécanismes pour pouvoir développer nos pays, je crois qu'il y aura un revers de situation. Nous serons plutôt des pays développés et eux, ils seront des pays de merde. Mais sachant pertinemment, parce que c'est de hautes personnes, ils sont expérimentés, ils ont acquis l'indépendance pendant des années. Depuis des siècles, ils ont acquis l'indépendance, ils ont de l'expérience. Et donc pour empêcher nous, peuple, d'accéder à cela, cette autonomie financière, il faut toutefois créer de la zizanie par ici, par là. En déclarant cela, il sait que ça va créer encore beaucoup de confusion. Actuellement, nous sommes en train de parler de ça. Or, il y a d'autres problèmes qui devaient être attaqués. Mais nous avons abandonné ça pour parler maintenant d'une situation. Rassurez-vous, voilà. Ces problèmes, on l'évoquera. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Talaké sur ce sujet?
Non, je ne suis pas du tout d'accord quand disent que le sort de l'Afrique doit dépendre absolument de cet Occident. Il y a des exemples qui sont légion. Vous savez, l'insincérité des dirigeants africains est très criarde. Entre-temps, c'était ce même Idriss Déby qui s'était fait le chantre du refus du CFA. Oui. Mais il s'est posé quelque chose qui m'a paru un peu scandaleux. Il a fait un virage à 180 degrés. Il était au Cameroun où il y avait les sommités. Il y avait le ministre de l'économie et des finances de la France, il y avait la directrice du FMI. Mais ce monsieur n'a pas osé aller sur la tribune et se prononcer comme il a eu à le faire dans le temps. Il s'est rivé le caquet. Il n'a même pas ouvert la bouche pour signifier à ces illustres invités que non, nous assumons notre position. Mais des gens comme ça qui en interne donnent la voix, on pense qu'ils sont des patriotes. Mais quand il s'agit, quand l'occasion se prête pour qu'ils puissent assumer leurs convictions, ils se font tout petits. Là, c'est une autre réalité. Mais quand vous prenez cette histoire de Gaddafi, mais les pays occidentaux qui sont partis en guerre contre la Libye, rien que pour éliminer le but, ont eu cette onction tacite des dirigeants africains. Et parce que les dirigeants africains n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Vous voyez un peu celui-là, Abdoulaye Wade, il allait, il dit, mais que lui, il se trouve dans la même dynamique que ce que les Occidentaux en sont en train de faire en vue de la liquidation du guide libyen. Et maintenant, on se plaint pourquoi? Après plus de 50 années d'investissement, si tout ce que nous produisons ici, le café, le cacao, on est obligé de les transformer en Occident pour nous les revendre à vil prix, vous pensez que il n'y a pas eu ce électrochoc là? Moi, je crois que ce que Trump a dit, ça devrait créer un effet de rébellion contre notre situation. Mais on ne s'est pas du tout rébellé. On a trouvé que non, Trump doit s'excuser. S'excuser par rapport à quoi? Mais la vérité, elle fait mal. Mais il faudrait que cette vérité-là serve à ces dirigeants pour rectifier le tir. Alors, est-ce qu'il ne faut pas cesser d'accuser les Occidentaux d'être presque à la base de nos malheurs, Talaké? Oui, M. Eric, vous savez, l'être humain est enclin à certaines vérités incontournables. Je vais vous expliquer un peu. Qui ne craint pas la mort? Tout le monde. Citez-moi un seul. C'est pas vrai. Voilà. D'accord. Moi, je ne crains pas la mort. D'accord. Là, vous êtes extraterrestre peut-être? Non. D'accord, d'accord. Là, d'accord. Merci. Et donc, je disais que citez-moi une seule personne, un seul personnage panafricaniste qui n'a pas été tué. En commençant peut-être récemment par peut-être un certain Kadhafi, oui, peut-être. Oui. En allant en arrière par Lumumba, Sankara, tous ces gens-là que nous venons de citer. Qui les tue en fait? Donc, le fait d'oser, quand tu oses seulement, les géants ou qui que ce soit, je ne sais pas, on toutes. Du coup, nos dirigeants ont cette peur en eux. Parce que leur vie aussi est chère. Ils sont aussi humains comme nous. Mais ils sont élus pour défendre la patrie. Je comprends cela. Défendre la patrie ne veut pas dire, je ne sais pas comment employer les termes, laisser son âme et son esprit. Parce que nous faisons partie aussi de ceux-là que nous voulons défendre. En défendant la nation togolaise, je défends moi-même aussi en fait. C'est cette vérité qui est un peu cachée que les gens n'arrivent pas à cerner. Parce que si je dois livrer ma vie comme d'autres l'ont fait, là, ça n'aboutit à rien. Alors, donc, comment est-ce qu'on allait penser finalement la question de développement si on n'ose pas? Je donne juste un exemple. Tchakala tout à l'heure évoquait le café cacao. Ce produit est produit finalement en Afrique, Côte d'Ivoire et toute la zone. Mais fixer les prix, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Les prix sont fixés à New York, à Londres et consorts. Est-ce que ça dépend des Blancs ou c'est nous qui les laissons faire finalement? Je crois que c'est une question qui dépasse l'Africain lui-même. Ce que je défends, c'est que beaucoup ne comprennent pas certains trucs, certaines vérités. Il y a un lion qui est devant nous. Et ce lion semble être incontournable. Comment faire pour attaquer cela et aller au-delà de cette vérité qui est devant nous? Et cette vérité, ce sont les gens qui sont au-delà de ce que l'Africain pense. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire quand Gbagbo a voulu, on sait tout ça, quand il a voulu donc faire la résistance. On utilise d'abord les médias.
tout de suite, il suffit seulement que la France s'y mette tout de suite pour que Faure Gnassingbé puisse partir. Ils vont le faire à travers les médias, excusez-moi de le dire. Il suffit seulement que France 24 commence par monter un truc tout de suite. Vous allez voir le soulèvement encore changer de vitesse. C'est parce qu'ils savent qu'en manipulant nous, peuples qui sommes ignorants dans cette situation, ils vont donc avoir la même mise sur eux. Donc, voilà. D'accord. Tchakala. Non, moi je ne vois pas toujours la chose ainsi. Hein. Je crois que ces dirigeants, il a parlé tantôt de Lumumba, tantôt de Sankara. Si ces gens-là, bien que morts il y a plusieurs décennies, restent encore vivaces dans certains esprits, c'est au regard de ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont eu à défier ce qui était comme établi et personne ne devrait franchir cette position-là. Vous pensez que ces dirigeants-là, ceux-là que nous crions que non, ils ont été des patriotes, mais par après, comment est-ce qu'ils ont fini? S'ils s'étaient laissés, s'ils s'étaient livrés à une certaine compromission, on les aurait vite oubliés. Mobutu aussi a marqué son pays. Pourquoi on ne parle pas de Mobutu comme on parle en bien de Lumumba? C'est parce que Lumumba a refusé une certaine compromission. Je crois que si tous les dirigeants africains, même haïtiens, se disaient que non, nous allons nous liguer contre le sort dans lequel on nous a assujettis, ils vont faire un bloc. Et franchement, on produit le phosphate. Et c'est ailleurs qu'on donne le nom. Vous pensez que sur tous les pays africains, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit le Togo et bien d'autres pays aussi qui produisent, vous vous entendez sur une conduite pour valoriser votre phosphate. Vous pensez que ces gens-là ne vont pas quand même s'aligner sur ce que vous auriez arrêté? Ils vont le faire. C'est parce qu'on se montre un peu flexible. Et tout le temps, bon, quand on veut prendre certaines positions, on se dit, ah tiens, si je prends ça, est-ce que mon fauteuil ne serait pas mis à rude épreuve? Si je fais ci, est-ce que l'Occident ne va pas se retourner contre moi pour que peut-être les petits délices que je tire de ma position ne soient plus ainsi de suite? Je crois que ces leaders, dirigeants africains sont plus calculateurs au regard d'eux, même leur personnalité. Et tenez-vous bien, vous pensez que ce sont les dirigeants occidentaux qui demandent aux présidents africains ou bien dirigeants africains de piller leur pays pour aller déposer ça dans des banques occidentales? Non! Donc, je crois que nous sommes nos propres vecteurs. Si nous sommes dans cette situation actuellement, c'est nous-mêmes qui ne savons pas où on va et d'où on vient. Sinon, l'Afrique serait sortie et c'est pas Trump qui viendrait taxer nos pays africains de pays de merde. Parce que toutes les vannes sont ouvertes pour qu'on taxe ces pays-là de pays de merde. Parce que les dirigeants n'ont pas su prendre cette responsabilité qui s'imposait pour sortir leur pays de choses. Plus de 50 et quelques années. Nous sommes là encore à commander, même pour construire un petit bâtiment scolaire. La dernière fois, vous dites, on a débattu de quelque chose sur une radio sœur de la place, pour même une case, là où on devrait délivrer les certificats de naissance. Il a fallu la coopération, une association, Bonne Fonden, pour construire une case. Et pendant ce temps, il y a des cadres du milieu qui sont quand même bien nantis, qui, si on les mettait ensemble, peuvent au moins rassembler 5 millions pour bâtir une case et en faire un état civil. Vous voyez un peu. Donc tout ça là, il faut aussi aller demander à l'Occident 5 millions pour chose. Et je suis certaine fois... Parce que l'Occident a volé nos sous-sols. Ah non, c'est nous-mêmes qui faisons comme... Vous pensez que si on dit que les prix du phosphate, certaines fois on va, et la tonne du phosphate peut-être à 130 et quelques dollars. Mais ici, à cause des intermédiaires, nous le vendons peut-être à 80 dollars. À qui la faute? À qui la faute? Non, l'Occident, laissez l'Occident tranquille et occupons-nous de nos propres problèmes et on s'en sortira. Toutes les fois que les invectives iraient en direction de ceux que ça veut dire qu'on bloque une certaine volonté d'aller au-devant de ce qui peut nous sortir de notre situation. Alors, la dernière fois, moi, je suis peiné que, bon, il y a des ambassades qui, pour peut-être des projets de 10 millions, ça donne à une médiatisation à outrance de quelque chose de 10 millions. Ce que les gens prennent peut-être pour aller s'acheter des chocolats en Occident. Les gens prennent des avions pour aller s'acheter des chocolats et revenir, rien que pour ça. Parce que, non, si, en Afrique, on est légion. Mais certains disent que, et que les Africains, je ne sais pas si c'est vraiment Trump qui l'a dit, que pour Noël ou pour les fêtes, choses là, vous voyez les dépenses que les Africains font comme si ce sont eux qui ont crucifié Jésus, ou bien ce sont eux qui... Non, c'est des vérités toutes crues. Mais qu'ils acceptent de le faire et se rebeller contre cette situation pour que nos pays puissent évoluer. Encore un élément, Talaké, si aujourd'hui les dirigeants africains refusent
ou ont peur d'affronter l'Occident, en réalité, n'est-ce pas, ils sont en train beaucoup plus de protéger leur fauteuil qu'autre chose. Leur fauteuil, je dirais plus que leur fauteuil, parce que d'abord, ils craignent de perdre leur vie. Parce qu'une fois que tu fais face à une situation qui te dépasse, soit tu t'inclines, ou soit tu te rebelles et tu as quand même les conséquences qui seront tout de suite. Je voudrais aussi revenir un peu par rapport à ce que M. Tchakala Lero a dit. Moi, je souris quelquefois lorsque je vois certains débats se passer sur nos radios africaines. Parce qu'au-delà de ce que nous parlons ici, il y a certaines vérités qui dépassent l'entendement. Je reviens ici pour dire que j'étais avec le président Adou Seibou dans le temps. Adou Seibou, c'est le président du MID dans le temps. Il sortait donc d'une table ronde avec la ministre et me donnait une confidence comme quoi il y a un ministre qui l'a approché et dit que quand tu serais ministre, tu sauras qu'il y a certaines vérités, il y a certains ordres qui dépassent ce que nous sommes en train de discuter sur la table ici. C'est comme ça aussi que ça se passe dans les hautes, au niveau de la hiérarchie supérieure. Et tout le monde le sait. Et donc, le fait de sortir une vérité, ou encore le fait de vouloir, je dirais que ceux qui ont la même mise sur nous ont une certaine vérité qu'ils essayent de cadrer. C'est-à-dire ne pas permettre à l'Africain, quoi qu'il est, où qu'il soit, de pouvoir donc aller loin pour donc faire quoi que ce soit, mais nous contrôler, avoir la même mise sur nous, tellement que nous puissions être dans une situation lamentable. Oui, mais nos dirigeants, eux aussi... Excusez-moi, mais quand nous-mêmes, je donne juste un exemple, permettez que je revienne au Togo, on donne de l'argent aux citoyens pour bâtir la route Lomé-Vogan en foin, et que les gens s'arrangent pour ne pas faire le travail. Ça aussi, c'est la faute aux Occidentaux? Voilà. Mes dits ne sont pas tout de suite pour dire que tout ce que nos dirigeants sont en train de faire, c'est parfait, oui, ou quoi que ce soit. Est-ce que ça aussi, c'est la faute aux Occidentaux? Ce n'est pas la faute aux Occidentaux. Nous avons aussi une part de nous sommes en train de parler. Oui, nous sommes en train justement de parler de Donald Trump. C'est cette question-là qui est en train de soulever un peu de critiques ici, voyez-vous. De la gestion même des États africains. Tout à fait. Donc je disais que le fait simplement d'avoir ce géant devant nous, ce géant qui essaie de nous contrôler tout le temps, qui ne nous donne pas la liberté réelle de pouvoir affranchir nos propres pensées, vivre comme nous le voulons, est un frein qu'il faut tout de suite souligner. Mais au-delà de cette vérité, il faut aussi reconnaître que nos dirigeants aussi ont une mauvaise foi. C'est pourquoi je dis souvent dans mes articles, je dis que il faut en Afrique une certaine dose de dictature venant des personnes à esprit sain pour pouvoir redonner l'ordre et recadrer les choses. Mais les gens ne le comprennent pas. Bon, d'accord, très bien. Vous voulez qu'on aborde notre sujet? Non, j'ai un petit exemple. Vous conviendrez avec moi que la Chine a été aussi colonisée par le Japon. Bien sûr. Les États-Unis, c'est les Britanniques et les autres aussi qui ont une chose. Mais si ces pays-là s'étaient dit que non, bon, nous avons été sous ces pays-là, notamment le Japon et tout ça, que tout ce que nous aurions à faire doit dépendre de ces pays qui ont eu à nous coloniser. Où est-ce qu'ils en seront? Ils ne seraient pas les premières puissances économiques et choses aujourd'hui. Donc à un moment là, il faut briser ce carcan-là. C'est toujours dans l'esprit de l'Africain. Nous avons été colonisés, on ne saurait rien faire sans la métropole. Ça ne passe pas. Plus de 50 ans après, un demi-siècle après, on est encore là confiné à penser que notre sort dépend de l'Occident. Oui, ça peut dépendre de l'Occident à une certaine mesure, mais pas à plus de 80%. Donc c'est ça, on se renferme dans un carcan et on refuse d'évoluer. C'est ça la tristesse, c'est ça qui fait que ce monsieur-là taxe ces pays de merde. D'accord, très bien. On va évoluer, revenir sur l'actualité politique au Togo et les derniers événements renseignent que les leaders de l'opposition qui étaient à Conakry ont bien rencontré le président guinéen, le professeur Alpha Condé. À l'issue de cette discussion, on notera principalement que le dialogue politique pourra intervenir entre le 23 et le 26 janvier prochain. Et cette date reste à confirmer par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, qui sera consulté après par les émissaires du président guinéen. Est-ce qu'on pourra dire qu'on s'achemine vers la sortie de crise
Talaké. Une sortie de crise annoncée depuis longtemps. Je crois que cette esquisse qui vient d'être lancée par donc Alpha Condé en interpellant nos opposants à une table est une bonne chose. Et pour moi, je vois au-delà de cette question parce que beaucoup ne voient pas réellement là où la crise togolaise nous amène. Et le fait de laisser les choses durer dans le temps et en s'étirant de l'autre côté, d'un bord de l'autre, ça ne donne pas une certaine accélération à notre économie d'abord. Et ça, chaque humain ou chaque personnalité ici ou ailleurs devrait noter que ce pays nous appartient tous et que pour en vouloir ou encore pour chercher le bon de ce pays, il faut accepter tout de suite aller au dialogue. Aller à un dialogue permettrait, un tant soit peu, à tout le monde de se recadrer et de trouver donc l'issue. Tchakala, le dialogue a été réitéré à Conakry. Le président guinéen a dit, et comme d'ailleurs le président togolais Faure Gnassingbé, que c'est la seule voie de sortie de crise au Togo. Sauf que ces derniers jours, on a écouté certains Togolais qui appelaient le chef de l'État à activer la voie référendaire. Non, je crois que le dialogue, c'est la voie de la raison, la voie du bon sens. Quand le mouvement avait connu une certaine ampleur à partir du mois d'août, on a vu un peu comment le pouvoir avait instamment voulu qu'il y ait un dialogue. Et aujourd'hui, on a constaté que ce dialogue voulu par le gouvernement, le pouvoir, ne semble plus l'enchanter et que d'autres voies sont en train d'être expérimentées. Comment est-ce qu'il faut expliquer ça finalement? Je ne connais pas ce... Parce qu'au début, c'était le pouvoir qui était demandé. Absolument. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. On a pensé qu'à un moment, on a pu reprendre la main et on a récupéré la situation et que bon, maintenant, on va dicter la conduite à tenir. Alors que c'est tout faux. C'est comme à un moment, il y a un grand incendie qui court et vous avez fait comme si vous avez éteint le feu alors que sous les cendres, là, il y a des tisons qui peuvent aussi... C'est évident que le pouvoir reprend la main. Oui, si, je ne conteste pas cela. Ça s'est un peu apaisé. On a entre-temps canalisé certaines énergies dans le bon sens. Et ceux-là qui donnaient la voie aussi ont emprunté cette voie. C'est ce qu'on peut souhaiter. Qu'il y ait cette accalmie-là, que ces marches, ces mouvements-là ne donnent plus lieu à des décès, à des violences, à des destructions de biens. Là, on a réussi, on a montré une certaine élévation d'esprit par rapport à ce que nous avions connu. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que nous oublions que ce n'est pas le dialogue qu'on peut arriver quand même à aplanir certaines divergences? Aucune autre piste n'est possible pour peut-être calmer la situation actuelle si ce n'est celle du dialogue. Et je crois que l'opposition a compris en allant vers ceux-là qui s'étaient donné à fond pour que cette accalmie revienne, notamment le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, et le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Je crois qu'il faut aujourd'hui s'inscrire dans cette dynamique du dialogue. Aujourd'hui, la voie référendaire qui est claironnée de toutes parts, ça serait tellement risqué. C'est l'option du pire, à mon sens. En quoi c'est risqué quand on demande à Faure Gnassingbé, par exemple, d'interroger directement les Togolais au moment où les acteurs politiques n'arrivent plus à s'entendre sur l'essentiel? En quoi est-ce que c'est risqué cette option? Mais on a dû instrumentaliser ce peuple dont on veut maintenant qu'il se prononce. La dernière fois, ce qu'il y a eu au niveau des rangs du pouvoir et celui de l'opposition, cela s'assimile plus à une instrumentalisation qu'à un sérieux que les acteurs politiques veulent faire. On a marché dans certains chefs de lieux, on a marché dans certaines localités du pays, les deux bords. Et après ces marches-là, après cette démonstration de mobilisation des militants de part et d'autre, qu'est-ce qu'on a connu? Qu'est-ce que le pays a obtenu? Quel acquis? Quelle avancée avions-nous réalisé? À part dire que bon, j'ai mobilisé tel nombre de choses. Qu'est-ce que le pays a gagné dans ça? Est-ce que les lignes ont bougé? Non, rien n'a bougé. Donc, moi, je crois que cette consultation du peuple qu'on voudrait, même si cela revêt
quelque chose de logique, de normal. Parce qu'à un moment, il faudrait quand même donner la parole au peuple. Mais ce peuple-là qui a été de façon outrageusement instrumentalisé, on se sert du peuple à des fins que les politiques voudraient. Vous pensez que ce peuple-là peut aujourd'hui siffler la fin de la pagaille à laquelle se livrent les leaders? Pas du tout. Non, le peuple veut aujourd'hui que les lignes bougent. Bien. Et ce peuple-là, je crois que c'est par la voie du dialogue que les gens pourront aplanir certaines différences. Et si on doit aller à ce référendum, il faudrait quand même qu'au niveau des leaders politiques, tout ça pèse. Ils s'accordent sur le juste essentiel d'abord. Mais on vous envoie d'aller chercher une herbe qui se trouverait au-dessus du pic d'Agou. Maintenant, vous voulez commencer la montée de ce sommet-là et vous retrouvez l'herbe que vous êtes censé aller chercher au-dessus ou sur le flanc de la montagne. Vous allez encore aller au sommet ou bien vous allez arracher cette herbe-là au niveau du flanc de la montagne. Donc, évitons de créer des situations qui ne nous font pas grandir aux yeux des autres. Extrême, à votre avis, le référendum. Je vais vous interroger tout à l'heure sur le référendum, mais avant, puisque à votre parution lundi, vous avez souligné cette question du peuple. Vous savez, depuis longtemps, tout le monde se réclame du peuple, le peuple demande tant, le peuple demande tant. Et samedi dernier, on a vu dans les rues du pays deux peuples. Le peuple unir et le peuple de l'opposition ou de la coalition de 14 partis politiques. Comment est-ce qu'on peut analyser ça finalement? Moi, je trouve que... Parce que vous avez dit que le peuple a enfin parlé. Oui, tout à fait. Et je trouve cela comme... vous savez, dans chaque pays, il y a quand même des temps difficiles à traverser. Oui, nous ne sommes pas au paradis, nous ne sommes pas au ciel. Il faut le reconnaître. Et c'est le temps du Togo. Nous le faisons et assumons. Maintenant, par rapport donc à la situation de samedi passé, ce qui s'est produit des deux bords, des deux côtés, je crois que l'UNIR, ou le parti uni, en faisant sortir ses militants dans la rue, a voulu lui aussi faire entendre la voix de ceux sur qui il compte pour donc défendre sa base, pour donc essayer donc de convaincre. Parce que aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ou encore tout ce que l'Africain est en train de faire, quoi qu'il soit, il veut que cela soit entendu par la communauté internationale. Et donc, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, aussi bien sûr les chaînes, ils interpellent des deux côtés que la communauté internationale voit ce que le peuple a pu faire par rapport à la sortie massive des peuples au niveau de l'UNIR, au niveau du parti opposition. C'est comme ce que M. Chakala vient de dire. Il a dit que qu'est-ce que le peuple en termes peuple, a pu gagner de tout ce qu'ils sont en train de manigancer. C'est nous qui perdons en fait. Parce que après tout, ce n'est pas Tipi Achadam ou Fort Nyasingbe qui va perdre quoi que ce soit, parce que lui, il ne peut jamais manquer du gari à mettre dans l'eau. Mais je vous dis que beaucoup sont sortis aujourd'hui, ou le samedi passé, ils reviennent à la maison, ils n'ont pas quelque chose à mettre dans l'assiette pour manger. Pourquoi cette situation va se perdurer? C'est pourquoi, moi personnellement, je voudrais interpeller donc le peuple ou encore la population à pouvoir saisir, tout à fait, à saisir tout de suite cette réelle vérité, pour ne pas voir que au-delà de leurs sensations, mais regarder leur propre vérité et pouvoir s'en fâcher. Vous voulez dire qu'il y a trop de manipulation dans tout ça et il faut que le peuple prenne conscience à la fin? Réellement, la manipulation, elle a duré depuis des années. Depuis 90 jusqu'à nos jours, on est en train de... Des deux côtés, bien sûr. Des deux côtés, parce que on nous manipule ici et là. Et tout de suite, il faut une force qui va essayer de recadrer les choses. Et cette force-là, je crois que c'est Dieu même qui va intervenir. Ou la société civile. Ou la société civile, si elle existe réellement dans ce pays. Parce que quand une crise dure pendant 5 mois et on ne fait pas entendre une voix, une société civile ne fait pas réellement entendre une voix au-delà des partis politiques, je crois que nous n'avons pas une société civile la même de tenir les corps debout. Très bien. Et ça aussi, c'est un point essentiel. On pourra y revenir si vous voulez. Mais sur la question du référendum maintenant. Unir a marché pour la paix. Ça a été dit et annoncé au début. Et puis à la fin des manifestations, on s'est rendu compte que les militants et sympathisants du parti Unir appellent leur champion, le président de la République, à aller sur la voie du référendum. Et ça, beaucoup ne comprennent plus rien. Oui, c'est normal. Si moi j'ai un champion devant, un champion,
et que ce que je peux faire, ce que je peux lui demander et qui peut aller à mon avantage, c'est ce que je peux faire. Et ils ne peuvent pas demander à Faure Gnassingbé de démissionner, laisser le référendum en cours. Donc eux, ils ont fait qu'être dans une logique qui arrangerait donc le pouvoir en place. Et donc, l'opposition, eux aussi, réclament autre chose, autre que le référendum. Vous voyez? Donc, je trouve que le référendum, tout de suite, n'est pas quand même le bienvenu. Parce que sans le dialogue, et passer en même temps au dialogue, au référendum, je crois que c'est faire un saut dans le feu, dans l'inconnu. Donc, ça ne peut pas marcher comme cela. Je l'ai dit parce que je sais qu'il faut quand même un apaisement des deux côtés pour pouvoir donc aller à un référendum bien calme et que tous les esprits soient bien dosés pour que ça puisse marcher. Donc l'option du référendum aujourd'hui sans discussion politique est une option suicidaire presque. Pas tellement, mais je l'ai dit parce qu'elle ne serait pas la bienvenue, tout simplement. Oui, la marche pour que le pouvoir, ou bien le pouvoir organisé la dernière fois, je crois que le pouvoir, en le faisant ainsi, a atterri les deux pieds joints dans le piège de l'opposition. Comment ça? Mais arrête. Vous savez, quand on veut faire certaines choses, c'est pas parce que les autres marchent, soi-disant qu'il y a un peuple derrière, que le peuple réclame ci et ci, qu'on doit mimer. Oui, mais c'était aussi qu'on doit mimer. Mais un président, une forme de réplique. Quoi qu'on dise, un président qui a été démocratiquement élu, oui, a toujours quelqu'un, même si c'est deux personnes derrière. On n'a pas besoin de démontrer qu'on a un peuple derrière. Ouais. Non. C'est une opération de communication. Bon, moi, je pense que... une communauté internationale. Non, on a plutôt mimé que faire sérieux. Moi, je serais dans les officines de ce truc. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que je sais que notre champion, comme ils aiment le clamer, a été démocratiquement élu. Et ce ne sont pas des animaux qui sont allés mettre les bulletins dans les urnes, c'est des hommes. Non, mais donc, Tchakala, oui. Depuis le début de la crise, vous avez toujours dit à nos micros ici que voilà, les Togolais sont dans la rue, les Togolais, alors que c'est une partie des Togolais. Oui, aujourd'hui, le pouvoir est aussi dans la rue, c'est partisan. Oui, absolument. On a répondu à quoi? On a répondu à quoi? On a répondu à quoi? Parce que certains marchent, soi-disant qu'ils ont le peuple. Mais vous pensez que Faure n'a pas... Il n'a pas été élu, il n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État en 2010, ou bien 2015 plutôt. Il est venu par la voie des urnes. Et cela suffit pour peut-être répondre d'une façon un peu plus sérieuse et responsable à ces gens-là qui pensent que bon, le peuple a dit ci et ça. Vous voulez dire, on ne demande pas à Faure Gnassingbé de marcher, mais de gouverner. Absolument, absolument. On demande à Faure de gouverner. Il a été mandaté par une certaine frange du peuple pour ça. Pour ça. Donc moi je crois que on a plutôt peut-être, on a atterri les deux pieds joints dans un piège que l'opposition a tendu et ça a marché. Donc je crois que à un moment, et c'est les mêmes qui disaient que les marches, ça a quand même esquinté beaucoup de choses. Certains compartiments de notre économie sont atteints. Et si en retour, nous aussi, nous allons faire comme ce que nous décrions, ce que nous dénonçons là, on aura bougé de quel mètre? Oui, c'est vrai qu'on a dit que les marches ont eu un impact sérieux sur l'économie togolaise. Mais bon, enfin, les marches du NIR, l'autre fois, c'est un week-end, c'est samedi. C'est un samedi. Les activités, ça se déroule quand même les samedis aussi. Ça se déroule les samedis. Fort. C'est qu'on veut que cette crise-là, même les pires conflits mondiaux que le monde avait connus, ça a fini autour d'une table où on s'est entendu sur le juste essentiel. Nous souhaiterions quand même, au-delà de certaines suffisances que certains leaders affichent, qu'on aille à ce dialogue. Donc ce dialogue, comme l'a dit tantôt mon jeune frère Talaki, aura le mérite d'apaiser la situation avant qu'on aille à cette consultation. Le dialogue entre le 23 et le 26 janvier prochain, c'est la proposition du médiateur professeur Alpha Condé, sous réserve, il faut le dire, sous réserve de l'accord de Faure Gnassingbé. On va en reparler après la pause. Taxi FM pense à vous, que le meilleur pour 2018. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec Talaké, Komi, Joie, qui est rédacteur au niveau du journal Voz Populi, et
Tchakala Alero, le patron du journal Courrier de La République, nous parlons des discussions politiques qui vont s'ouvrir peut-être dans les prochains jours, puisqu'on annonce la date du 23 pour le démarrage, sous réserve que Faure Gnassingbé dise autre chose. En tout cas, on suivra avec intérêt. Est-ce qu'il y a une issue qui se dégage pour la crise politique, Talaké? Depuis donc tout au début de cette crise, je crois que il y a quand même un peu d'eau dans le vin des deux côtés, et on sent quand même qu'il y a une certaine volonté des deux parties, parce qu'ils sont tous épuisés, il faut le constater. L'opposition a maintenant quelques méfiances par rapport à ce qui se produit. Le pouvoir en place aussi, voilà, ils savent qu'actuellement le peuple est en train de se fatiguer, le peuple qu'ils appellent peuple est en train de se fatiguer, et il faut maintenant une nouvelle stratégie pour recadrer les choses. Et cette stratégie, c'est le dialogue. On ne sait jamais de le dire, c'est le dialogue. Parce que sans ce dialogue, on ne pouvait jamais accéder à quoi que ce soit. Maintenant, par rapport aux concessions, c'est ça la question. Par rapport aux concessions, ils doivent pas, les deux côtés ne doivent pas se mettre en idée que bon, je vais pour obtenir 100% ce que j'ai. Ça, ce n'est plus un dialogue. Là, on ne peut plus appeler cela dialogue. En acceptant aller sur la table, c'est que j'accepte perdre quelque chose et gagner quelque chose. Ça, c'est clair. Parce que si je me maintiens dans la position de dire c'est moi, c'est ça ou rien, alors ce n'est plus une discussion ni un dialogue, mais c'est plutôt de l'impostat. Donc, je souhaite que cette mentalité soit développée des deux côtés pour que nous puissions réellement trouver une issue. Donc, oui, l'opposition parle de discussion politique sincère. Bon, on ne sait pas ce qu'on met dans la sincérité quand même. C'est un point fondamental sur laquelle... Je comprends. Vous savez, aucune crise n'a jamais secoué ce pays comme ce que nous sommes en train de dépasser. Au point que... Au point que on sorte une soirée à la veille des manifestations, annoncer que la limitation de mandat en projet de loi est déjà annoncée, élection à 2 tours annoncée, et ainsi de suite. Chose que l'opposition réclamait depuis des années. Je crois que c'est un bond en avant. Et cette crise a fait naître un nouvel élan dans ce pays. Je crois en cette crise. Moi, je l'ai dit souvent devant mes amis. Je l'ai dit souvent, je dis, cette crise est une opportunité pour le Togo de sortir grand. Parce que nous sommes en train de passer par l'épreuve. Et donc après cela, nous allons voir que le pays non seulement serait au-delà des autres, parce que si ce que le pouvoir a annoncé comme limitation de tous les postes électifs, par exemple, limitation des députés, limitation des mandats des députés, limitation des mandats des maires et autres, je crois que nous serons les seules personnes dans la sous-région à obtenir cela. J'en sais rien. Mais je sais aussi que en rentrant dans cette logique, nous allons sortir plutôt brillants que ce que nous sommes en train de voir. Alors, la sortie de crise, finalement, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Les discussions politiques qui vont déboucher sur un accord, ça, ce n'est pas encore le plus difficile. Le plus difficile, c'est la mise en œuvre des accords. Oui, je crois que les acteurs politiques doivent se singulariser cette fois-ci par une certaine dose de sincérité. C'est la sincérité qui a toujours manqué. Sinon, les dialogues, on en a connu, on en a fait. On a pensé que, tiens, cette fois-ci, c'est la bonne occasion. Et si personne ne pouvait imaginer un seul instant que l'accord politique global scellé le 20 août 2006 devrait être aussi vendangé comme les autres accords que nous avions connus dans le pays. À cause de quoi? À cause de certains petits calculs. Les calculs égoïstes, partisans, et c'est moi, je vais tirer telle chose, je vais me mettre dans la postule du roublard parce qu'au bout du fil, j'attends si. Donc si aujourd'hui, les acteurs scellent le lien de sincérité par rapport à ce dialogue qui va s'ouvrir certainement, je crois que le Togo sortira grandi. Le Togo, malgré tout ce que nous avions eu à connaître pendant les 30 dernières ou bien 29 dernières années, on va grandir et les gens se diront, tiens, c'est le Togo qui a eu à souffrir pour amorcer sa démocratie. C'est ce pays-là qui est en train de se transformer en symbole de la démocratie. Je crois que nous parviendrons à ça. Et la voix du Togo compte. On dit que le Togo c'est un petit pays, mais la voix du Togo compte. Vous voyez,
tout ce qui est en train de se faire autour du Togo, cette ferveur-là, vous pensez que si le Togo ne comptait pas, parce que c'est une question de challenge, quand le Togo est en train de souffrir, quand l'économie du Togo est en train d'être malmenée, mais ça arrange certains pays voisins, notamment le Bénin. Mais ces gens... Vous insinuez que bon, nos voisins peuvent aussi titiller la crise pour qu'elle perdure. Elles avaient toutes les raisons de le faire. Parce que c'est... Mais quand le voisin souffre et que vous portez bien économiquement... précis, Tchakala, on a un problème précis. Il ne peut pas être instrumentalisé par le voisin. Non, je ne dis pas que les voisins sont en train d'instrumentaliser. J'ai dit la voix du Togo compte que, bien que le Togo soit petit, bien qu'on dise que non, mais c'est vrai, cette crise-là, vous pensez que les gens viennent parce que tous les transporteurs qui viennent charger leurs marchandises ici, ils ne viennent plus comme ça parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront sur le territoire togolais et ça va péter. Mais ça ferait l'affaire du port de Tema, ça ferait peut-être l'affaire du port de Cotonou et des choses. Mais sans qu'ils ne le demandent. Sans qu'ils ne le demandent. Mais ils ne voient pas cet aspect-là. Mais ils veulent s'inscrire dans la dynamique de résolution de la crise interne au Togolais. Parfait. Donc ça veut dire que le Togo compte aux yeux des autres aussi. Et si ces gens-là ont une certaine sympathie pour le Togo, pourquoi en interne, nous-mêmes, fils et filles du pays, nous n'allons pas marquer aussi cet intérêt-là pour notre pays et faire avancer les choses? C'est ce que nous demandons à nos leaders. En temps, on a écouté les émissaires du gouvernement qui disaient qu'on n'a pas besoin de médiateurs internationaux pour pouvoir régler le problème togolais. Et puis, quelques jours après, les leaders se sont envolés, l'opposition bien sûr, à Conakry et à Accra hier, sûrement qui seront de retour aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions également sur la question de la médiation. Est-ce qu'on en a besoin réellement, Talakei? Moi, je dis que nous en avons plus que besoin. La médiation internationale. La médiation internationale, il le faut. Parce que quand deux personnes sont en position de force et se tirent, sont à couteau tiré, il faut quand même une troisième personne qui viendra donc interposer et dire, ben, faites comme ça, plutôt que ceci. Et il jouera l'intermédiaire. Parce que, pourquoi je dis ça? Dans ce pays, nous pouvons quand même avoir quelques têtes, quelques leaders d'opinion qui peuvent jouer ce rôle de médiation et autres. Mais oui, mais je trouve que ce serait assez risque. Parce qu'une fois que cela échoue, son nom serait gravé à jamais. C'est à cause de lui que cette crise ou bien ce que nous avons réclamé n'a pas pu. Donc nous préférons que ça vienne de notre bord ou encore d'un pays étranger pour que les choses soient donc recadrées. Moi, je trouve ça, à ma manière, que ce serait très intéressant si on s'y mettait vraiment à ce qu'ils sont en train de faire. Et la société civile dans tout ce débat politique, c'est vrai il y a une partie de la société civile qui, je dirais pas, qui est s'est rangé du côté de l'opposition, mais qui aussi revendique presque la même chose. Il faut les réformes politiques pour que ce pays se porte mieux. La société civile joue-t-elle réellement un rôle de sortie de crise dans ce pays, à votre avis? Je crois que moi, personnellement, je n'ai pas encore senti une société civile à même de jouer un rôle de facilitateur. Parce que la société civile qui se mêle complètement ou bien qui se classe carrément donc aux côtés donc de l'opposition, je la juge pas déjà comme société civile parce qu'elle n'aura pas donc la confiance donc du peuple du parti au pouvoir. Donc parce que nous sommes donc devant deux forces. En même temps, on se pose la question, quel rôle attribue-t-on finalement à la société civile? Celui qui consiste à dire, bon, vous avez tort, ou vous avez raison, mais vous n'avez pas totalement raison, vous avez tort, mais vous n'avez pas totalement tort. C'est ce rôle-là qu'on veut attribuer à la société civile. Je crois que la société civile, c'est... Quand on voit la vérité, de dire autre chose à peu près, ou de cajoler la vérité. Non. C'est-à-dire que, on l'a dit ici hier, c'est le monseigneur Denis Amouzou qui a l'habitude de dire que même la vérité a une couleur, elle est partisane. Je vois. La société civile, en fait, c'est cette partie-là qui se classe aux côtés du peuple, qui est là pour dire, ben voilà, ce qui se passe aux côtés du peuple, de la population générale. Donc, c'est pour dire que cette société civile devrait normalement se classer donc aux côtés de la population, écouter ses aspirations les plus profondes, aussi bien celle qui est de l'opposition que celle qui serait aussi du parti au pouvoir.
ceci me semble très important pour que cette société civile ne soit pas taxée d'un parti politique. Parce qu'une fois que vous vous classez carrément de l'opposition, ou encore vous êtes tellement radical aux côtés de l'opposition, vous n'aurez pas réellement le statut de société civile en termes juridiques parlant. Alors, comment faire que cette société civile, comment faire en sorte que cette société civile puisse bénéficier de cette petite onction qui sortirait aussi du parti au pouvoir. Essayer de dire que les choses avancent quand même dans ce pays, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup sont là qui doivent faire. Et donc, essayer de tourner beaucoup sur ça pour que l'ouverture soit faite par rapport à ce qui se passe, et aussi mettre en place des mécanismes qui permettront à cette population de connaître ce qui s'est déjà passé ou bien ce qui se déroule déjà et essayer donc, de recadrer s'il y a les une choses. société civile qui prend position contre la gestion de l'État, on peut estimer qu'elle est une société civile proche de l'opposition. Non, pas forcément. Je dirais plutôt que... Parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui, et Oui. on a fait ce genre de commentaires aussi. Oui, c'est vrai. Parce que je dis ceci parce que lorsque vous avez une société civile qui n'a jamais dit que le fait que on mette la route nationale, par exemple, on bitume la route numéro 1 est une bonne chose. Parce que le dire, c'est tout comme être au pouvoir, être sur le pouvoir. Je crois que cette société civile n'est pas dans sa position de société civile. C'est reconnaître quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même des choses, des avancées qui sont en train des premiers d'avancées qui sont en train d'être faites. Et qu'il reste encore à faire. Et c'est ce qui reste à faire qu'il faut aussi dénoncer, tout en reconnaissant aussi que ceci est en train de faire. Parfait. Voilà. Tchakala, la société civile togolaise, Non, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle quand même. Hein? Oui, c'est cette force tampon-là qui devrait exister. Est-ce qu'elle constitue réellement une force au Togo? Non, malheureusement, elle aussi, elle a été instrumentalisée. À qui la faute? Non, ces leaders-là qui devraient jouer ce rôle-là, devraient prendre une certaine hauteur. Mais à un moment, ils ont cédé à la tentation. Ils ont voulu faire tel jeu ou tel autre jeu. Donc à un moment-là, ça les a disqualifiés à jouer ce rôle tampon-là. Donc maintenant, quand on parle de société civile, d'un côté on s'en méfie, de l'autre aussi on s'en méfie, et finalement, elle a perdu sa notoriété. Donc c'est ça, aujourd'hui, on n'a pas cette société civile à qui, à un moment, quand la situation est tendue, peut s'ériger en force tampon des deux côtés. Mais on n'en connaît pas au Togo. Oui. Donc c'est tout triste. Parce qu'au début de la lutte pour l'avènement de la démocratie, on a vu quand même certaines associations qui étaient dans cette posture-là, de force tampon. Mais avec le temps, on a dû récupérer ci par ici, ci par là. La même situation aussi, nous la vivons. Qui a récupéré? Non, des deux bords, des deux côtés. Le pouvoir a récupéré une partie et l'opposition aussi a des gens en son sein qui se disent de la société civile aussi, qui font le jeu de l'opposition. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que il y a une société civile qui a une bonne assise, qui soit cette résultante-là qui peut marquer de son sceau le territoire quand la situation ne va pas. Sinon, depuis que cette crise est née, on devrait quand même voir l'émergence d'une société, d'un acteur de cette société civile-là, pour dire que non, nous voulons siffler la fin de la pagaille. On n'en a pas vu. Si on n'en avait pas en interne, on pouvait quand même juguler cette crise qui est née. On ne doit pas recourir à temps. Et puis cette personne-là doit avoir cette autorité morale. Mais celui à qui entre-temps jouait ce rôle sans être de la société civile, c'est les prélats. C'est les gens de l'église. Mais là-bas aussi, vous voyez, non, il suffit de sortir. Oui, l'église a donné sa position par rapport à la crise. Oui, ils ont donné. Mais vous avez vu comment est-ce que cela leur a valu toutes les invectives. Certains se sont sentis piqués par la sortie de ces prélats, alors qu'il faut lire du début jusqu'à la fin. C'est des situations qui voudraient quand même, qui devraient amener les leaders à se transcender pour donner le meilleur à ce peuple. On ne va pas que vivre au Togo des crises. On a des problèmes de chômage, on a des problèmes de l'agriculture, on a le problème d'équipement de nos hôpitaux. Donc, si on va passer tout le temps à ne gérer que les crises politiques, quand est-ce que nous allons amorcer notre développement? Un jour, on irait se soigner peut-être dans un pays voisin parce que
on manque de juste essentiel pour réussir notre pari du développement. Mais au niveau du pouvoir, on devrait se sentir plus interpellé par ça, parce que Faure est venu peut-être au pouvoir avec un programme donné. Mais quand on va s'engluer sur des questions politiques au point même qu'il n'arrive pas à évoluer sur son propre programme, qui est le perdant? Qui répondra devant quand il sera au banc que bon, vous avez promis tant, mais qu'en avez-vous fait? Il ne va pas se réfugier derrière. Oui, parce que ça fait 6 mois presque qu'on parle politique au Togo. Oui. Qu'on a mis presque dans les oubliettes ou à l'écart les questions de développement. Et entre-temps même, nos élèves s'étaient retrouvés presque tout le temps dans les rues sans que cela ne meuve. Sans que cela ne meuve, alors que... Non, ça a ému quand même. Non, ça a ému qui? On a apporté quelle solution à ces problèmes-là? J'ai appris que, bon, on veut se retrouver, discuter. Est-ce qu'on va faire avancer les choses? L'éducation qu'on donne à ces enfants-là, c'est des éducations au rabais. Demain encore, les gens des autres pays, bradés de diplômes, qui ont suivi des cursus scolaires normaux, vont peut-être venir encore occuper nos petits postes comme on a eu à le faire entre-temps au niveau du Bénin, du Gabon. C'est les Togolais qui étaient les cadres là-bas. Donc, il faudrait que nous choisissions le meilleur pour ce pays. Et je crois que aujourd'hui, ce n'est pas une question de fierté que si j'accepte le dialogue, c'est que je suis en position de faiblesse. Non. Alors aujourd'hui, visiblement, la question du dialogue semble être actée des deux côtés. L'opposition a montré son penchant finalement pour le dialogue. Le pouvoir est en passe aussi de revenir sur cette question de dialogue qui avait été évoquée au premier jour de la crise politique au Togo. Alors, cette crise politique, on le disait, a réussi quand même à noyer la question du développement au Togo. Faure Gnassingbé, entre-temps, était sur le terrain. Il vérifiait par lui-même les projets. Il inaugurait par-ci. Il rendait visite aux femmes par-là. Et il a même promis, et il a dit dans son adresse à la nation le 3 janvier dernier, que le FNFI, par exemple, passerait de 30 000 francs à 120 000 francs. Alors, cette question de développement, est-ce que finalement les dirigeants de ce pays vont se concentrer là-dessus, à votre avis? Monsieur Tchakela a dit quelque chose qui m'a intéressé. Vous savez, nous devons sortir de cette mentalité de contestation permanente et amorcer très vite la question de développement. En même temps, quand on n'est pas d'accord, on le manifeste. Tout à fait, je comprends. Vous allez voir, c'est une loi en cours au Bénin, j'ai eu à écouter. Ils disent pouvoir limiter donc la liberté de manifestation aux fonctionnaires. Et ça crée des problèmes au Bénin. Tout à fait. Oui. Et moi, personnellement, je trouve que ça a une bonne approche. Je reviens là-dessus, un instant. Je trouve que la question de développement dans notre pays devrait très vite, tout de suite, mise au point pour donc permettre à nous jeunes, à la jeunesse qui est en train de souffrir, de trouver quelque chose. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Cette question de développement devait aussi permettre à cette femme, à ce parent qui est au village, la roue sur l'épaule en direction des champs, qui est loin de toute question politique, de pouvoir avancer. Parce que lui qui est au champ ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire ici. Il sait pas ce que vous appelez politique, vous appelez réforme. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait l'engrais à sa disponibilité. Mais en même temps, c'est la politique qui oriente tout ça. Tout à fait. Alors que l'homme politique, en revendiquant, en contestant, en faisant en sorte qu'en manipulant cet homme-là, en l'empêchant d'aller au champ, lui rendre compte de ce qu'il veut réellement faire de lui. Parce que si tu aimes ton pays, si tu aimes ton citoyen, tu aimes ton proche, tu ne peux pas le manipuler au-delà de ce qu'il veut faire pour manger. Je le dis parce que je suis plus proche de la population à la base et je comprends certaines vérités. Parce que j'ai vécu cela en fait. Et donc, nos hommes politiques, ils doivent des deux côtés, parce que si le pouvoir en place ne comprend pas certaines choses, l'opposition lui aussi ne peut pas comprendre. Il faut que ces deux partis politiques, l'opposition et le pouvoir en place... L'opposition, est-ce qu'on peut lui faire le procès sur le développement? Ben, elle n'est pas encore au pouvoir. Oui. Vous savez, le développement incombe aux deux partis. L'opposition a l'ultime rôle, et lui aussi, il peut participer à la gestion de ce pays. C'est simple.
Je vous liste simplement un petit exemple. On a nommé un chef de file de l'opposition. Officiellement, il est chef de file de l'opposition. C'est M. Jean-Pierre Pau. Alors, quand en allant, lui, en tant que chef de file de l'opposition... Bon, enfin, il faut peut-être rectifier, on ne l'a pas nommé, mais la situation s'imposait. Okay. On a été aux élections sur les tests. C'est lui tout à fait. Nommé en termes de... Voilà. Alors, je disais que lorsqu'il a ce statut, ça lui permet quand même de défendre certains intérêts donc au niveau de la base. Et quand aussi, il n'arrive pas à rencontrer Fauré Singbe, par exemple, c'est compliqué. Écoutez, bon, il s'en est plaint plusieurs fois. Vous vous rappelez? Pour l'instant, peut-être que je ne suis pas encore allé au fond du dossier pour voir ce que se passe là. Donc, je disais que cela s'impose pour que ces personnes-là qui sont manipulées et qui ne savent pas réellement ce qui se passe là, l'opposition et le pouvoir devraient comprendre que le peuple qu'ils sont en train d'utiliser et ils sont en train de manipuler, ils en ont assez et qu'ils doivent avoir pitié d'eux. Bien. Tchakala. Non, on a mis en berne les questions de développement. C'est tout triste. Le Togo a une quantité très importante de chômeurs. Le lot grossit tous les jours. Et cette histoire de CENI avec les opérateurs de saisie, tout ça là, on a besoin de combien? De 5000 et quelques pour cette fin. C'est un emploi temporaire. Un emploi temporaire, mais allez voir comment les gens se bousculent. Les gens, nous, qui n'avons même pas un pouvoir, les gens nous appellent, on reçoit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ah oui. Si. Donc ça veut dire qu'il y a un échec de ce côté-là. Un échec patent. On veut le concours entre-temps au niveau de l'OTR. On voulait combien? Vous avez vu tout le lot? C'est des dizaines de milliers de candidats. Pour combien de postes? Là, ça veut dire qu'à un moment, on a échoué. Ayons cette élégance-là de reconnaître ce qui ne va pas. Mais, entre-temps, on a dit FNFI, on a dit Provonat. C'est vrai. Entre-temps, ça marchait, mais vous voulez prendre goût à l'argent, on vous dit que non, c'est fini le contrat. Et vous retombez dans la dure réalité du chômage. En même temps, avant d'amorcer ce processus, c'était pas dit que vous resterez là éternellement. Mais on voudrait qu'on crée des emplois durables. On voudrait que les diplômés... Non, pas pour rester. Non, vous devez partir. C'est faute de mieux. Vous pensez que si j'ai un plan de carrière, je suis engagé dans la fonction publique, j'ai commencé peut-être à 20 ans et que je sais que par rapport à mon diplôme, j'ai 35 ans. J'ai un plan de carrière. C'est faute de mieux. Faute de mieux que les gens sont obligés d'aller vers là. Afin de peut-être se donner un petit sourire qui malheureusement ne dure pas longtemps. On veut qu'on nous dise que non, cette année on a créé tel nombre d'emplois. Pas cette histoire de Provonat chose. Hein. On a vu au niveau de certains pays. À l'adresse de certains chefs à la nation, on a dit en 2017 nous avons créé tel nombre de milliers d'emplois. Et c'est des gens qui ont eu un plan de carrière bien précis. Donc c'est ce que nous souhaiterions, pas des choses qui ne durent pas dans le temps, pas des choses qui durent le temps d'un éclipse ou bien le temps d'un éclair. Non, on veut ça. Donc allez-y voir un peu ce qui va se passer avec la NPE par rapport à cette histoire de CENI où on veut recruter ces opérateurs de saisie. Ça va être un lot important. Et si les acteurs politiques étaient sérieux, ils se prendraient la tête. Ah, qu'est-ce que nous avions fait? Est-ce que cela ne peut pas... C'est l'expression de l'échec de la gouvernance d'une certaine façon. Absolument, absolument. Et je crois que l'opposition dans son rôle, l'opposition c'est quoi? C'est d'empêcher le pouvoir de pouvoir dérouler son programme. Pour s'en servir. Pour s'en servir. Le jour où les comptes le jour où on va faire les comptes. Vous avez échoué ici, vous avez échoué là, un peu partout. Même dans les pays les plus développés, on veut passer par des subterfuges pour empêcher le pouvoir de dérouler. Donc c'est ça, mais est-ce que le pouvoir va se laisser encore pendant longtemps être pris? Et c'est là que ressort l'urgence d'aller à ce dialogue-là pour freiner ce qui est en train de devenir ce cancer-là qui est en train de ronger silencieusement, même avec force, les petits compartiments de développement de notre pays. Donc c'est ça. Donc l'opposition a réussi le pari, mais il reste encore 2 ans pour que le président, son programme social, il puisse le dérouler. On l'a vu sur le terrain un peu partout. Je crois que si cette crise-là n'était pas venue, on n'aurait pas vu le président sur le terrain. Bon, rien n'est moins sûr. Hein. Non, si.
Si, on voudrait que... Il ne sortirait pas de son bureau? Non, absolument, on voudrait que cet élan-là soit maintenu et même renforcé. Il a dit 30 000 à 120 000. On veut qu'on passe à cette vitesse-là, qu'on voit la pauvre dame d'Assoli, la pauvre dame d'Achang Badé bénéficier de cela. Et le jour où on lui demandera, mais monsieur le président, nous vous avons donné notre onction pour les 5 ans, 2015-2020, qu'en avez-vous fait? Et là, le président aura des choses, d'arguments en béton, des arguments imparables pour peut-être dire ce qu'il a pu faire de son mandat social. Donc, mais malheureusement, on ne le fait pas. Mais le dialogue s'impose à nous pour quand même éviter la grande casse. Et déverrouiller, n'est-ce pas, la gestion de l'État. Monsieur, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Také Joie, Commis. Merci d'être venu nous voir ce matin. C'est la première fois que nous vous avons en studio ici. Tout à fait. Je tiens vraiment à vous remercier aussi. C'est un beau cas que vous avez. Mais merci d'être venu nous voir ce matin. On salue la rédaction de Voz Populi, la voix du peuple. Merci beaucoup à Tchakala. Moi, vous remercier. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec M. Talaké, que je connais très bien. Très bien. Un garçon très humble, très poli, qui veut apprendre et qui se donne les moyens aussi d'apprendre. On lui souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup à Sébastien Peli qui a remplacé Emmanuel Afanyagbe tout à l'heure. Appelez-moi Eric Gato. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.